Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Sheridan. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où nous allons parler ensemble de Now or Never, les royaumes du passé. J'espère que je vous trouve en bonne forme et que les tracas du quotidien ne vous empêchent pas de vivre votre vie comme vous l'entendez. Donc ce jeu, c'est le troisième jeu d'une trilogie créée par Ryan Laukat, qui se passe dans les royaumes d'Arzium. Nous avons déjà parlé de Above and Below, nous avons aussi parlé du deuxième opus Near and Far, avec son extension les royaumes d'Ambre ou quelque chose comme ça, et puis bien aujourd'hui nous allons parler de Now or Never. Donc c'est un jeu qui a été conçu par Ryan Laukat, les illustrations et les graphismes ont été créés par Ryan Laukat, le livret de règles a été créé par Ryan Laukat, l'édition a été pourvu par Mallory Laukat et Ryan Laukat, le développement Mallory Laukat et Ryan Laukat, la rédaction a été réalisée par Brenna Asplund, Mallory Laukat et Ryan Laukat, et la relecture a été effectuée par Mallory Laukat, Brenna Asplund et Diana Parkins. Ça en fait du Laukat, n'est-ce pas? Mais ça, c'est dans tous ces jeux. Donc l'édition française, alors bon, l'édition anglaise, l'édition originale a été réalisée par Red Raven Game et l'édition française a été réalisée par les Lucky Duck Games. À la traduction, nous avions Armel Rapin, à la relecture Élise Rongier. Donc c'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs et qui va nous plonger à nouveau dans les terres d'Arzium. Voilà, mais dans une toute autre, un tout autre paysage. Voilà, un tout autre royaume d'Arzium. Enfin, je sais pas comment, une toute autre contrée, mais qui fait partie du royaume d'Arzium. Excusez-moi, je n'arrive pas à m'exprimer correctement. Alors pourquoi est-ce que je voulais vous parler de ce jeu? La première chose, c'est parce que c'est un jeu qui fait partie de cette trilogie-là. Voilà, ne prenez pas peur par ce que je vous montre. Tout ça n'est pas si grand que ça. Donc voilà, ça fait partie de la trilogie d'Arzium. Et puis aussi parce que j'aime bien aller au bout des choses et que je voulais voir si ce jeu était aussi prenant que les deux premiers. Pour moi, Above and Below est une introduction aux mécaniques que va amener la trilogie de Ryan Laukat sur Arzium. Near and Far a amené un narratif à propos des personnages que nous jouions et c'est celui qui a vraiment attiré mon intérêt. Voilà, c'est celui qui a monté le niveau au niveau expert, parce que Above and Below est une très très bonne introduction, une très très bonne initiation à ces mécaniques, et Near and Far vient les compléter en amenant un gameplay un peu plus expert. Et je voulais voir si Now or Never approfondissait cela en amenant des choses en plus. Alors c'est le cas, je vais le situer niveau expert également. Il amène quelques mécaniques supplémentaires, et ça, c'est la moindre des choses venant de Ryan Laukat, et il garde également cette profondeur narrative que l'on peut ou pas jouer à ce jeu en approfondissant l'historique des personnages que nous allons choisir. Je préfère le dire de suite, ce jeu comporte un mode solo, puisque vous avez vu qu'il est jouable de 1 à 4, mais ce n'est pas un mode solo. Voilà, je préfère le dire de suite pour ceux qui se diraient « Ouais, super, je vais y jouer en solo, je vais l'acheter que pour le solo ». Ben non, ne le faites pas, parce que c'est pas réellement un mode solo. C'est juste un deck de cartes qui va simuler de très très loin, je vous le dis, les actions de joueurs qui joueraient contre nous, de très très loin, parce qu'il va avoir aucune action. En fait, il va aller prendre des emplacements, il va aller nous prendre des ressources, ce qui est très bien pour apprendre le jeu, complètement, très très bien, et ce qui est très bien aussi pour m'amener à vous faire cette vidéo, car vous allez voir, je vais faire quelque chose sur cette vidéo. Voilà, donc ce n'est pas un jeu qui se joue en solo, comme vous le savez, comme je les aime, Voilà. Il suffit juste de battre son score et bon voilà. Mais par contre, ça permet une belle prise en main
de toutes les mécaniques que nous amène ce jeu-là. Alors aujourd'hui, on ne va pas partir sur une explication de règles, on va partir dans une partie qui va être spéciale, parce que ce jeu-là a deux modes de jeu. Il a le mode standard où, eh bien, on est obligé de le dire, à 4 joueurs vont s'affronter, c'est un compétitif, pour aller reconstruire une cité et permettre aux villageois qui l'habitaient avant qu'elle soit détruite, vous verrez, il y a un petit historique, on va y venir après, eh bien, puissent revenir dans cette cité. Donc celui qui saura reconstruire le mieux cette cité-là au travers de combats contre des monstres qui sont représentés ici, de recherches dans certains endroits de la map qui sont représentés par ces jetons, de la réalisation de certaines quêtes, de la construction du village même avec les bâtiments qui sont ici. Voilà, entre autres, celui qui va savoir le mieux s'équiper pour affronter les monstres et pour se défendre, celui qui va savoir récolter le plus de ressources, parce qu'il y a vraiment un combo dans ce jeu qui peut se réaliser au fur et à mesure de la construction de notre village. On va avoir une phase de production qui est très importante, qui va conditionner les tours suivants. Voilà, celui qui va savoir faire cela au mieux, eh bien, gagnera la partie en justement étant celui qui aura le plus de points de victoire. Voilà, ça c'est la façon standard de jouer à ce jeu. Il y a une deuxième façon de jouer à ce jeu, c'est le mode histoire. Donc le mode histoire, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement que dans ce jeu, il y a 4 personnages jouables. Donc je vous montre ça. Moi j'adore les illustrations, ça n'a pas changé. Ici on a Namal, voilà. Donc avec un petit descriptif, la chatte robot ultra perfectionnée qui élève sa fille, sa jeune fille. On a ici Zeik, qui est un géomancien qui cherche un moyen d'échapper à la prophétie d'un funeste destin. Donc ça, c'est anecdotique quand on est en standard, mais quand on est en mode histoire, ça nous donne une indication sur l'histoire que l'on va pouvoir développer éventuellement. Nous avons Mark Lune, ici, qui est sur le côté, qui va me servir à moi comme support pour le solo, entre guillemets. Je vous l'ai dit, c'est un magicien érudit qui cherche des secrets du passé. Voilà, et nous avons Alia, celle avec qui je vais partir à l'aventure, qui est une guerrière errante avec une épée douée de conscience. Voilà, donc le reflet est un peu malheureux, mais vous arrivez à la voir, je pense. Voilà, on a ces 4 personnages, et bien dans le mode histoire, on va développer leur histoire. Et c'est pas dit qu'on arrive à tout développer, car le plateau vivant tout seul, en fonction de nos actes et surtout en fonction de l'interaction des autres joueurs, c'est pas dit qu'on arrive à tout faire, ce qui donne une certaine rejouabilité en mode histoire. Donc on va garder les mêmes mécaniques que le jeu standard pour se développer le village, combattre des monstres, remplir des quêtes, créer son village, donc créer des combos, faire des phases de production, s'armer, se protéger, ainsi de suite. Mais en parallèle, on va aussi essayer de vivre une histoire qui va nous amener des bonus au fur et à mesure que l'on va progresser dans cette histoire-là. Alors pour progresser, le gros support de ce jeu pour le mode histoire, c'est ceci. Ici, nous avons 6 livrets, donc un chapitre, donc 6 chapitres. Voilà, donc qui sont assez épais, mais ne vous fiez pas à cette épaisseur, tout ça n'est pas l'histoire, parce que à l'intérieur, il y a par chapitre l'histoire de chacun des personnages. D'accord ? On va commencer ici par Mark Lune. Voilà, et donc il nous est indiqué, quand on prend possession de ceci, il nous est indiqué les pages à aller chercher en fonction du personnage que l'on va jouer. Ici, je vais jouer Alia, donc nous irons page 24. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est que tout ça n'est pas l'histoire d'un seul personnage. Ici, nous avons l'histoire des 4 personnages pour le chapitre 1, et il en va de même pour les autres chapitres. Je vous le dis d'emblée, je n'ai pas joué encore au mode histoire. Donc on va le découvrir ensemble, et ici, donc nous avons le chapitre 1 que nous allons découvrir. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai pris Alia pour démarrer. On va parler vite fait de tout ça, mais j'ai fait la mise en place qui est assez longue, il faut être honnête, qui est assez longue. Donc on a ici le plateau central du jeu, c'est ce qui représente la région d'Arzium dans laquelle nous allons nous déplacer. Il y a des cases qui sont très très finement dessinées ici, qui vont symboliser les étapes de nos voyages. Donc
la mise en place nous indique comment placer les monstres, qui sont ces jetons-là. On en a un peu partout, qui ont des niveaux différents, on y viendra. Ici, nous avons des jetons recherche qui sont positionnés en fonction des lettres inscrites sur le plateau ici. Vous voyez ici un G. Là, nous avons la figurine d'Alia qui va se placer sur le monument. Vous allez en savoir un peu plus tout à l'heure, par une lecture bien entendu. Et c'est tout ce que nous avons à positionner sur le plateau. Ici, nous avons un lieu spécial qui s'appelle la tour des mineurs, où nous allons pouvoir aller prendre des jetons commandes. Disons qu'ils vont nous dire, nous on veut ça, ça, ça. Si on les réalise, on a des gains. Voilà, et ainsi de suite. Voilà. On va pouvoir faire des actions dans les lieux qui sont nommés. Ici, vous voyez par exemple le jardin souterrain. Voilà. Ensuite, de ce plateau central, nous allons ici sur le côté, et là, nous allons voir ce qui concerne la mise en place personnelle de chaque joueur. Donc ça, ce sont des jetons bâtiments qu'il faut déposer aléatoirement en formant un rectangle de 4 par 5. Voilà, donc ça a été fait, ça a été posé aléatoirement. L'aléatoire de la pose de ces jetons-là bâtiments a son importance dans le jeu. Donc ça a été posé, et chaque joueur a ses propres jetons qui sont identiques. Hein. Tous les joueurs ont les mêmes, mais chaque joueur forcément a son set de jetons ici. Chaque joueur a également son plateau village ici, où il va venir construire des bâtiments et les positionner là pour avoir plusieurs gains pendant la partie. Nous avons ici une piste sur ce plateau village où nous allons positionner les différentes ressources que nous allons pouvoir gagner, c'est-à-dire que ça, par exemple, c'est le coquillage, je démarre à 0, on est censé les poser là, mais bon, pour les empiler, c'est un peu galère. Si je gagne un coquillage, je vais venir là. Si je le dépense, je vais venir là. Voilà, c'est intéressant. Donc là, on a le marteau, on a le diamant, on a le démon en bouteille, on a le livre et on a le coquillage. Voilà. Nous avons ensuite un autre plateau qui est là, et le plateau personnage, où nous allons voir plusieurs caractéristiques. Ici, vous voyez 4 emplacements. Ce sont des emplacements où nous allons positionner des spécialistes qui vont nous aider à bonifier et à faire des actions. Ce sont des spécialistes qu'il va falloir payer. On va pouvoir aller en recruter des nouveaux jusqu'à un maximum de 4. Ici, nous avons des emplacements d'armes, hein, voilà, de jetons équipement qu'on va pouvoir garder tel quel si on le veut, ou alors aller acheter tout à l'heure à la boutique d'équipement qui comporte des détails, on y viendra. Ici, nous avons un emplacement pour poser soit des compétences, soit des équipements que l'on va pouvoir acquérir, mais vous voyez qu'ils ont une couleur différente. Ici, nous avons des cases bleues, ici, nous avons des cases bleues et rouges. Les équipements ou les compétences ont leur propre couleur ici. Donc, chaque joueur a 3 compétences rouges, 3 compétences bleues. Il va pouvoir les positionner sur son plateau en fonction du coup en expérience qui est ce symbole-là. Je vous précise que chaque plateau joueur que l'on voit ici, eh bien, ce sont des plateaux complètement asymétriques, mais complètement asymétriques, et c'est très très intéressant. Ces deux ici spécialistes que l'on a là sont tirés au sort et c'est fait équitablement. En début de partie, ce sont des spécialistes de départ, on le voit avec cette icône au dos là de soleil, comme ça. Donc ils sont asymétriques par ceci, ça ce sont des jetons que l'on va positionner comme ça au fur et à mesure que l'on va faire des actions. Le 3, 4, 4, ça ce sont les cases que nous allons pouvoir parcourir. Et sur le plateau, ça c'est différent chez chaque joueur, ceci aussi. Ce qui est différent également, ce sont le nombre de mana que possèdent les joueurs. Ces jetons-là sont des manas que l'on va utiliser pour, vous allez voir, provoquer certaines choses. Elles sont différentes également ici par les capacités de combat qui sont imprimées directement sur le plateau diffèrent, donc de tous les héros, et ils diffèrent également par le nombre de points de vie, de cœur, qu'ils ont au début de la partie. Et ce marqueur va être amené à bouger. Voilà. Donc ils sont complètement différents et ça me plaît beaucoup cette asymétrie là. Ensuite, ça et ça, ce sont les équipements que possède chaque joueur en début de partie avec les jetons et un dé qui est ici qui va servir pendant les combats.
et les tests de compétences en mode histoire. Ça, c'est un jeton qui vient pour le mode histoire. On y viendra. Ensuite, ici, nous avons le plateau saison. Parce que ce jeu ne se joue pas en tour, mais se joue en saison. Nous avons les saisons qui sont marquées ici. Saison 1, saison 2, 3, nanana, 6. Quand on arrive à la fin de la saison 6, on fait une phase de production finale et la partie est terminée. Nous avons ici le marché. Alors ça, c'est une action à tout moment, comme indiqué ici. Quand il y est écrit tout moment, c'est vraiment à tout moment. Pendant, après, son tour, pendant une action, peu importe. C'est la façon que l'on va avoir de transformer les ressources que l'on va récolter en monnaie. Donc on vend nos ressources suivant des combinaisons plus ou moins intéressantes en fonction de ce que l'on a. C'est très intéressant ceci aussi. Ça c'est amené par ce jeu-là. Hein. Ça n'existe pas dans les autres. Ici nous avons sur le plateau saison, nous avons la boutique d'équipement que vous voyez là, où on a des pioches d'équipements différents, bleu ou rouge, et qui vont nous amener des bonus. C'est ces équipements-là que l'on va pouvoir placer soit ici, en plus de pouvoir placer, bien sûr, les compétences propres à chaque héros, ici ou ici. La chose que je n'ai pas encore mis en place, nous avons les emplacements pour des villageois que l'on va pouvoir aller recruter, le plus souvent du fait de gagner un combat de monstres. Vous voyez cette icône personnage, c'est l'icône villageois. Eh bien, nous allons pouvoir délivrer des personnages et les amener dans notre village, à condition que nous ayons les bâtiments prêts pour les accueillir. C'est un peu vous connaissez les symboles, si vous connaissez les autres jeux dans l'univers d'Arzium, hein, vous connaissez les symboles. Donc voilà, c'est ici que nous allons placer aléatoirement des villageois prêts à nous rejoindre. Ensuite ici, nous avons une petite pioche qui est la pioche des spécialistes. Voilà, hein, donc il y en a de toutes sortes que nous allons pouvoir recruter et ensuite amener sur notre plateau joueur pour qu'ils nous accompagnent. Ça et ça, on va le mettre en place quand on démarrera la partie. Au-dessus là-bas, nous avons des cartes bien spécifiques, ce sont des cartes quêtes. Donc là, nous avons des cartes quêtes à chaque fois, ça c'est carte quête normale, carte quête artefact ici, et carte quête, j'arrive pas, avancée. Donc ces paquets-là doivent être mélangés. On va démarrer avec un pool de ces cartes en début de partie et on aura l'opportunité d'aller en chercher d'autres. Qu'est-ce que c'est ça? Eh bien ça, ce sont des cartes qui vont nous donner des avantages pour certaines, que ça. D'autres qui vont nous donner des effets en continu ou autre, et puis des ressources et ainsi de suite. Voilà, donc ce choix-là est assez intéressant et surtout, elles nous donneront des points de victoire en fin de partie. Voilà. Sur le plateau, ce que j'ai oublié de vous mentionner, c'est qu'il y a ici 3 villages, 3 lieux bien spécifiques que je n'ai pas fait encore, donc on va le faire, et qui, à chaque début de partie, doivent être mélangés et posés aléatoirement sur les emplacements où cette icône figure. Voilà. Nous en avons là, nous en avons un là, et nous en avons un là. Ça donne un peu de variabilité et de mouvance au territoire que nous explorons. Voilà les amis, on a fait le tour du matériel qu'un joueur doit mettre en place. Là-bas, je vous le passe, ça c'est le plateau du solo, donc c'est un plateau joueur tout simplement sur lequel on a mis des spécialistes de départ qui vont pouvoir être utilisables. Et c'est assez intéressant parce que dans le multi, on va pouvoir le faire, c'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser les spécialistes des autres joueurs. C'est assez bien foutu. Et ici, nous avons le deck du solo qui comporte 8 ou 9 cartes, je crois, que l'on va tirer à chaque fois que nous venons de jouer. Après, on tire une carte, il va faire un truc, et puis, ça sera à nous de jouer. Mais comme je vous le dis, c'est pas un solo passionnant, c'est juste, ça peut nous permettre de jouer une aventure en simulant un peu l'interaction des autres joueurs sur le plateau central, c'est-à-dire qu'il va nous piquer des choses. Et il va nous empêcher de faire des actions. Alors, parfois, il est agaçant, mais encore une fois, et une dernière fois, ce n'est pas un vrai mode solo. Voilà les amis, on a fait le tour un peu de tout ce que j'avais à vous dire pour qu'on puisse démarrer. On n'a pas parlé des actions, mais il n'y a aucun problème. On va le voir en jouant. Donc à présent que je vous ai brossé ce tableau, vous savez maintenant si ça vous intéresse d'aller un peu plus loin dans la vidéo. Alors pour ceux qui ne voudraient pas se spoiler un peu l'histoire d'Alia, eh ben je vous conseille de stopper cette vidéo là et puis d'aller voir éventuellement d'autres vidéos sur YouTube qui ne parlent que du gameplay
et là vous aurez ce que vous voulez. Pour ceux qui sont intéressés de voir un peu comment ce jeu s'articule autour d'une histoire, d'un personnage, et comment on peut, tout en jouant un jeu de combos d'action, de récolte, de construction, de combos, de production, et ainsi de suite, comment on peut arriver à vivre quelque chose d'intéressant. Ce qui est intéressant, et je me répète, c'est que je ne l'ai pas encore joué, donc je n'ai aucun avis sur ce mode-là. Donc nous allons le découvrir ensemble. Mais bien entendu, avant cela, nous allons nous intéresser un peu à la situation du monde d'Ardium dans lequel nous allons évoluer pour qu'on puisse quand même un peu savoir les tenants et les aboutissants de la situation actuelle du royaume d'Ardium. Pour ce faire, prenons ensemble et lisons ensemble ce qu'il est marqué dans le livret de règles. Loin au sud des dernières ruines se trouve un village à flanc de falaise appelé le Monument. Pendant des générations, il protégeait un ancien sanctuaire jusqu'au jour où une météorite de cristal descendit des cieux. Les créatures de la météorite, monstres étranges et cauchemardesques, se glissèrent lentement dans le monde, attaquant tous ceux qui croisaient leur chemin. Les créatures se répandirent dans le pays sans intention malveillante ni stratégie d'invasion grandiose, mais plutôt comme une moisissure se propageant à de nouveaux territoires, de façon sporadique. Après de nombreuses tentatives infructueuses pour expulser les monstres, les habitants du monument finirent par fuir tandis que leur village s'écroulait. Exilés vers des terres lointaines, ils se résignèrent à une existence nomade. Alors, le monument, c'est le village sur lequel nous débutons ici. Voilà, donc c'est celui-ci que nous allons essayer de reconstruire. Donc c'est de là que les villageois se sont exilés. 20 ans plus tard, le bruit court que les monstres bizarres s'affaiblissent. Ils sont plus lents, certains se pétrifient graduellement jusqu'à tomber en poussière. Est-ce quelque chose dans l'air? Sont-ils en train de mourir de vieillesse? Souffrent-ils d'une étrange maladie? Personne n'en est certain, mais au fur et à mesure que la nouvelle se répand, diverses factions tournent le regard vers les ruines désertes du village du monument. Les villageois d'origine, aujourd'hui réfugiés, sont prêts à tout pour rentrer et reconstruire, mais ils doivent le faire rapidement, avant que quelqu'un d'autre fasse main basse sur leur foyer. C'est le moment, c'est maintenant ou jamais. Et voilà, now or never, eh oui. Bon, après on a une description du jeu, mais on sait pourquoi on joue, on sait pourquoi on joue, on connaît le but, en suivant le fluff. Donc, à présent que tout est réuni pour que nous essayions de vivre une belle partie ensemble, nous allons nous intéresser au mode histoire et démarrer la partie, les amis. Avant cela, on va s'occuper de faire la dernière mise en place. Alors la première, c'est hop, ici, là, c'est la face du plateau saison. Quand on joue en multi, en mode standard, pour le mode histoire, on va tourner ce plateau ici, du côté où il y a la piste ici de réputation, parce qu'il va y avoir une réputation qui va rentrer en jeu pendant le mode histoire. Donc cette piste de réputation est ici, vous la voyez. On va placer un jeton héros, on en a deux, un qui va servir à marquer des endroits, des points d'intérêt sur la map, et un qui va servir à marquer notre réputation. Voilà, ici. Et en fin de chapitre, on marquera des points de victoire indiqués dessous. En fonction de la position de notre marqueur, on peut très bien aller en négatif, jusqu'à -2. Voilà, ça, c'est une chose. Donc, je remets ici les jetons équipement au rouge et les jetons d'équipement bleu. Et ceci est terminé. Tout ça, ça ne change pas par rapport au mode standard. Voilà. On remet ici sur la première saison. Très bien. Ensuite, nous allons nous intéresser aux spécialistes qui sont ici. Alors là, on mélange bien le paquet pour que l'aléatoire soit préservé, bien entendu. On va poser ça, ce sera la réserve, face cachée, et on va en dévoiler 4 qui vont constituer la rivière dans laquelle nous allons venir chercher nos spécialistes. Donc, hop, on dévoile ici les 4 premiers. Peu importe le sens. C'est pas
important, on prend bien celui qui nous intéresse. Alors vite fait, un jeton spécialiste, c'est quoi? Nous avons plusieurs indications. Ici, nous avons le coût que cela va nous demander de l'activer une fois qu'il sera sur notre plateau ici de joueurs. Donc nous devrons payer 4 en argent, en pièces, pour l'activer et utiliser son action. Ici, c'est le coût que l'on va recevoir si notre joueur, et ça c'est un petit twist intéressant, vient sur notre plateau et engage un spécialiste pour nous. Donc à chaque fois qu'un spécialiste est engagé, on le retourne face cachée, il ne peut plus servir pour la saison, à part effets qui permettent de les retourner. Donc c'est pour cela que si un joueur vient nous utiliser un spécialiste, il nous paye un coût qui est ici dans cette petite pièce. Les actions que nous octroie le spécialiste sont ici. Là, en l'occurrence, cela va nous donner aucune action, mais des jetons d'expérience que vous voyez symbolisés en blanc et une ressource marteau ici que nous viendrons signifier sur le plateau ici de notre village. Voilà à quoi sert ce spécialiste. Si dans notre tour on ne veut pas utiliser ces compétences-là, mais que l'on veut l'utiliser quand même, eh bien on a en bas ici des icônes. On peut récupérer soit 2 cœurs, soit gagner une pièce. Et on retourne le spécialiste comme ceci. Voilà, utiliser. Voilà tout simplement comment s'utilise un spécialiste. Ensuite, nous avions à positionner des lieux, rappelez-vous, sur le plateau central ici. Donc on va les prendre. On va les mélanger sans regarder. Bon, ils sont recto-verso. Pourquoi? Parce que le plateau est recto-verso aussi. Il y a un côté sous-sol et un côté sol. Voilà, là nous allons jouer pour cette partie-là, puisqu'il n'y a aucune indication que nous devons retourner le plateau. Nous allons jouer sur la surface d'Arzium. Donc on va prendre les jetons surface d'Arzium. Voilà, hop, et on les place au hasard, comme je vous l'ai indiqué, sur les icônes ici. Donc ça, voilà. On viendra plus tard sur les actions, je ne vous dis pas si je suis content ou pas de ce tirage, peu m'importe en réalité. Voilà, donc ça c'est fait. Alors il y a une précision à vous faire pour bien démarrer sur le mode histoire, ce sont les jetons recherche que l'on va disséminer un peu partout, ce sont ces jetons-là. On les pose au hasard en début de partie et dans une partie standard, vous voyez qu'il y en a un peu partout disséminés sur le plateau. En partie standard, un joueur qui se trouve sur la case d'un jeton recherche a plusieurs choix. Il peut soit faire combattre un monstre s'il y a un monstre dessus, il peut soit faire une visite d'un lieu par exemple, ici vous voyez qu'il y a un jeton recherche et un lieu, il peut soit faire l'action du lieu, soit aller faire l'action du jeton recherche et effectuer sa recherche. Dans le mode standard, on va prendre ce jeton, avant de le retourner, on va jeter le dé, et chaque fois que vous voyez cette icône de flamme, eh bien c'est le nombre de points de cœur que l'on va perdre. On jette le dé, et hop, vous allez voir, la recherche nous coûte, et donc là on perdrait 3 points de cœur que l'on viendrait baisser ici sur ce compteur-là, et ensuite on le retourne, et on gagne le gain qu'il y a au verso, et puis on est content, et ça on le positionne sur notre plateau, et ce symbole de pièce agira lors de la phase de production, il nous donnera une pièce de monnaie. Voilà. En mode histoire, eh bien, c'est ces jetons-là qui vont nous permettre de progresser dans notre histoire. C'est-à-dire que plutôt que d'effectuer tout ceci, eh bien, nous irons, à chaque fois que nous ferons l'action recherche et qu'il y aura un jeton recherche sur l'emplacement où nous nous trouverons, nous irons chercher la lettre qui correspond à cet emplacement. Ici, nous avons un K, vous voyez. Si on prend un autre emplacement où il y a un jeton recherche ici, là, nous avons un L. Et nous irons lire le paragraphe correspondant dans le livre du chapitre qui correspond à notre héros. Et puis là, nous avancerons dans notre histoire. Voilà la façon que nous aurons de progresser dans notre histoire. Donc vous voyez bien que sur ce jeu, on va continuer à jouer comme au mode standard, mais que se rajoute la possibilité d'avancer dans notre histoire. Alors à présent les amis, c'est parti, allons-y. On va prendre le chapitre 1, ici, et on va l'ouvrir à la première page pour voir ce qu'il nous est dit. Donc ici, chapitre 1, introduction. Des monstres pétrifiés. Vous
voyez qu'on suit ce qu'on a lu tout à l'heure. Mise en place, chaque joueur commence avec 2 pièces supplémentaires. Ok. Dans le jeu classique, on démarre avec 17 pièces pour le premier joueur, 18 et ainsi de suite, 18, 19, 20 je crois, pour les joueurs suivants. Ben là, on va commencer avec 2 pièces supplémentaires, ce qui nous fait démarrer à 19, à nous, puisqu'on est le premier joueur. Très bien, ça c'est fait. Le deuxième avait 20, le deuxième avait 20, le troisième avec 20, le quatrième avec 21. Ça, c'est... Voilà. Placer un jeton recherche sur le lieu jardin souterrain. Très bien. Alors on va aller chercher parmi les derniers jetons recherche qui nous restent, que je ne suis pas censé regarder, puisque voilà, je les fais aléatoirement. Donc là, hop, on va aller placer un jeton recherche, en fait on se fout de ce qu'il y a derrière, sur les jardins souterrains ici. Voilà, comme précisé. Donc voilà, ça nous rajoute l'opportunité de faire une recherche supplémentaire. Le reste des jetons n'est plus utilisé pour la partie. À ce propos, vous avez vu que j'ai les jetons dans un sac, car bien entendu, dans ce jeu, il n'y a aucun insert, et donc il n'y a fourni avec ce jeu que des sacs plastiques qui vont se balader dans la boîte, quitte à chacun de faire son rangement préféré. Je donnerai mon avis là-dessus. Non, oui, vous avez compris ce que j'en pense. Placez le jeton Grelium T28 et le jeton Sanglier Géant près du plateau. Donc ils sont ici, on les retournera au moment opportun. Voilà. Ok, donc ça c'est la mise en place spéciale pour ce scénario-là. Et puis après la mise en place, chaque joueur doit lire l'introduction de son propre personnage dans ce chapitre à voix basse. Mark-le, page 2, Zeik 13, Alia 24, Namal 36. Et terminé, on a les crédits ici et puis on commence. Donc nous, on va aller page 24, ce sera notre page de début et on restera donc jusqu'au bout de notre chapitre sur Alia ici. Voilà, allons-y les amis et je vais découvrir avec vous. Il y a 20 ans, la météorite de cristal a atterri dans le désert d'Arzium, et des hordes de monstres ont traversé le désert pour détruire votre foyer. Ils ont rendu le monument inhabitable, et vous et ses habitants êtes devenus des réfugiés, attendant l'occasion de revenir. Donc vous voyez, ça nous résume un peu ce qui s'est passé. Et on le connaît déjà puisqu'on l'a lu. Désormais, les monstres s'affaiblissent. À mesure que leur nombre diminue, le monument se libère et les citoyens peuvent rentrer chez eux, bien que les bâtiments familiers se soient effondrés et que les rues soient remplies de décombres. Vous vous rappelez encore vos courses effrénées dans les passages étroits et vos promenades sur les ponts lorsque vous étiez enfant. C'est en ce temps que votre grand-père vous a donné l'épée d'obsidienne. Rappelez-vous, Kalia, ici, c'est une guerrière, errante avec une épée douée de conscience. Elle est ici. Et donc nous apprenons que c'est son grand-père qui le lui a confié. Où est-ce que j'en étais ? Au début, l'épée était inerte, même si vous sentiez souvent quelque chose remuer à l'intérieur du métal froid. Lorsque les monstres sont descendus de la météorite écarlate, quelque chose s'est réveillé dans la lame. Une sensibilité qui vous guide et vous titille parfois, bien que personne d'autre ne l'entende. D'autres vagabonds vous ont traité de folle, bien que vous désiriez ardemment les aider à retourner au monument. Tandis que vous cheminez vers votre ancien foyer, l'épée murmure des rumeurs selon lesquelles les monstres de la météorite se pétrifient lentement, se transformant en cendres sur les terres autour du monument. L'épée semble désireuse d'en savoir plus, et vous sentez quelque chose de nouveau dans la lame, les braises incandescentes de l'ambition, le désir du pouvoir. Oh, chercherais-tu à t'emparer de mon esprit, se dit Alia. Donc là, nous arrêtons. Ici, vous voyez une lettre. Eh bien, c'est une lettre dont je vous ai parlé tout à l'heure que nous irions lire. Donc, on va refermer ce livre de chapitres après cette introduction. Et à présent, eh bien, nous allons nous concentrer sur les phases du jeu. Eh oui, parce que c'est pas tout, ceci. Mais bon, il va falloir que nous arrivions à nous développer. Et pour nous développer, il va falloir que nous nous concentrions sur les mécaniques du jeu avant de penser éventuellement progresser dans notre histoire. Cela m'amène tout naturellement à vous parler d'un tour de jeu appelé saison. Donc,
dans un tour de jeu, nous avons le choix de deux actions majeures. Donc, soit faire une action de spécialiste, je vous en ai parlé, admettons, ici, si j'utilise celui-ci, je le paye 5 pièces, et cette icône-là me dit que je vais pouvoir construire. Donc, construire, c'est choisir un bâtiment, payer le coût, et le positionner sur le tableau, ici, du village. Voilà. Ou alors, comme je vous disais, soit je gagne 2 cœurs ou une pièce. Ici, mon deuxième spécialiste, alors, bon, c'est des spécialistes, moyennant, ça, c'est des trucs de départ, hein. Donc là, je paye 4, je remets tous mes cœurs à fond, mais tous, au max, et je gagne un mana. Donc là, vous voyez que ça ne m'est pas utile, car j'ai tous mes points de vie, et j'ai tous mes manas. Donc voilà, c'est un spécialiste de guérison. Je peux également me diriger sur les plateaux de mes adversaires et aller choisir d'utiliser leur spécialiste pour réaliser leur action. Ça, c'est une action de spécialiste. Ou alors, je peux faire une action de héros. Alors, l'action de héros, elle se décompose en plusieurs points. Et pour cela, je vais d'abord utiliser ces emplacements ici. Soit je décide de me donc, j'ai le choix. Je vais me déplacer. Je peux me déplacer de 3, de 4 ou de 4. Je vous rappelle que ceci est asymétrique entre les joueurs. Hein, ce n'est pas la même chose. Donc, si je décide de me déplacer de 3 en utilisant celle-ci, je vais mettre mon jeton ici et je vais pouvoir me déplacer jusqu'à 3 cases sur le plateau à partir de mon emplacement d'origine. Donc je peux très bien me déplacer que d'une case si j'en ai envie. Ensuite, je vais jouer une carte quête si j'en ai en ma possession, et normalement je dois en avoir, c'est une chose que j'ai oublié de faire lors de la mise en place, donc nous allons y remédier tout à l'heure. Donc soit je joue une carte quête, et ceci est facultatif, et ensuite j'ai la possibilité de visiter un lieu, combattre un ennemi, ou effectuer une recherche. Voilà, donc visiter un lieu, c'est-à-dire un lieu sur lequel je me trouverai. Alors attention, on ne peut pas visiter un lieu sur lequel on démarre notre tour. Il faut se déplacer et ensuite, quand on arrive dans un lieu, on a le choix de le visiter. Donc je peux soit visiter un lieu, soit combattre un ennemi si je me trouve sur la case d'un ennemi. Ces jetons ovales sont tous des ennemis. On regarde vite fait ce que ils nous disent. Ici nous avons l'image, donc un loup géant, on va appeler ça comme ça. On a le niveau de la bête. Au niveau 1, c'est le monstre le plus faible. Tous les monstres ont des niveaux différents et sont positionnés sur la map en fonction de l'icône que l'on retrouve ici. Ici, nous avons icône de monstre et niveau 1. Donc on met le niveau 1. Ces monstres-là, il va y en avoir plusieurs en fonction du nombre de joueurs. Là, je joue tout seul, donc il n'y a qu'un monstre. Si on joue à 2, il y aurait 2 monstres. Voilà. Ces monstres-là, en fait, c'est la source pour nous, la source principale pour nous, de venir récupérer et de libérer des villageois. Car ici, on a les points de vie du monstre, il va nous falloir le taper jusqu'à 7. Il y a les dégâts qu'il va nous infliger à chaque fois que l'on le combat, c'est simultané. Hein, c'est-à-dire que je jette les dés, j'y mets des dégâts, il me met des dégâts. Si jamais je tue le monstre et que lui aussi me met à 0 points de vie, eh bien, je ne remporte pas le monstre. Voilà. On réinitialise ses points de vie, et moi, j'ai perdu le combat. Et ceci, ce sont les gains, toujours en blanc. Ici, un point d'expérience, et ici, un villageois que j'irai chercher dans la réserve des villageois, en fonction de ce que je veux. Voilà, donc ça, c'est la possibilité donc de combattre un monstre. Et puis, la troisième possibilité, c'est d'effectuer une recherche sur un jeton recherche. Et là, on va se concentrer sur le mode histoire. Ça me permettra d'aller lire la suite de l'histoire. Voilà ce que je peux faire pendant mon tour. Soit action de spécialiste, soit action de héros. Ensuite, nous avons des actions qui sont possibles à tout moment. On en a vu une, c'est celle d'échanger les ressources sur le plateau saison, d'accord ? Nous en avons une autre, c'est de placer un villageois que nous aurions recueilli, mais pas encore placé, car par manque de place dans notre village, c'est-à-dire que si là je recrutais des villageois, je ne pourrais pas les installer à leur place qui est ici, sur le côté, car je n'aurais construit aucun bâtiment ici qui puisse accueillir 2 villageois. Ne vous inquiétez pas, on va venir ça au fur et à mesure. Ensuite, je peux dépenser de l'expérience pour installer une capacité de héros, soit ici, soit ici. L'expérience, on a vu ce que c'était.
Ensuite, je peux effectuer une commande, c'est-à-dire que j'aurais été chercher un jeton commande dans le lieu, ici la tour des mineurs, et je peux la réaliser, cette commande. Ensuite, je peux payer 2 expériences pour recharger tous les emplacements des villageois vides. Voilà ce que sont les actions que je peux faire à tout moment, pendant mon tour et même en dehors de mon tour. Donc recharger la piste des villageois, c'est recharger ceci. Et donc nous allons le mettre. Alors moi j'ai mis les villageois dans un sac. Ils disent de les mettre en pile, mais il y en a tellement que ça ne tient pas. Donc là, eh bien, je vais aller chercher 6 villageois au hasard dans le sac. Hop, je les pose. Alors 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'ai eu du bol. Donc on les positionne ici, peu importe l'ordre, c'est pas grave puisqu'on vient y piocher quand on veut, et on prend celui qui nous intéresse. Tous ces villageois servent à produire. Voilà, c'est leur seule utilité. Ils produisent les ressources qui sont indiquées en dessous, ici. À chaque fois que, de toute façon, que vous voyez une icône grisée, un peu arrondie, là, comme ceci, avec un symbole dessus, c'est une production. Donc là, lui, nous produit un démon en bouteille. Vous voyez que là, un outil, ici un coquillage, ici du diamant, et ici un coquillage. Voilà. Et ces villageois, ben, on vient les chercher ici et on les positionne de ce côté de notre plateau, ici, là, en fonction des bâtiments qu'on a construits sur les rangées. Ou alors, si on n'a pas de bâtiment et si on n'a plus de place, eh bien, on les met en dessous de notre plateau. Et l'action, à tout moment, de placer un villageois, c'est de le prendre ici et de le mettre là. Voilà, cette piste villageois que nous venons de mettre en place, eh bien, elle ne va être renouvelée uniquement que lorsqu'il n'y aura plus de villageois disponibles. Voilà, hein, elle ne se fait pas au fur et à mesure. Non, non, quand il n'y a plus de villageois, quand ça arrive, on recharge. Voilà. D'où la possibilité de payer 2 expériences pour recharger tous les emplacements des villageois. Je vous parle rapidement quand même du plateau ici, bâtiment, pour que vous compreniez les enjeux de tout ça. Ce plateau bâtiment, c'est notre village. On va venir y construire. Comment on construit? On a plusieurs rangées ici. Vous voyez? Voilà. À partir du moment où on va poser un bâtiment ici, on commence une rangée. S'il y a des icônes comme ceci marquées dessus, on va gagner immédiatement la ressource indiquée. Ici, cela veut dire que le bâtiment va nous coûter 2 pièces de plus quand on va le positionner. Ici, on va gagner un livre, ici un marteau, 2 pièces de plus, 3 pièces de plus, 2 pièces de plus, on gagne un diamant, et ici, on gagne des coquillages. Voilà, on ne peut placer que 4 bâtiments par rangée. Chaque rangée correspond à des emplacements. Un bâtiment qu'on a ici, où il n'y a rien d'autre de marqué, par exemple, on prend celui-ci. Là, vous reconnaissez l'icône de production. Donc, il va produire un outil. Il coûte 6. Un bâtiment comme ceci, où il n'y a pas de lit dessiné dessus, peut héberger un seul habitant. Donc, par exemple, j'achète ce bâtiment. Je le pose ici. Je gagne la ressource indiquée. Et lui, je sais qu'il peut m'héberger un villageois. Donc, à ce moment-là, si je le gagne, je pourrais mettre un villageois ici, qui produira à la phase de production. D'accord ? Et puis terminé. Si je place un bâtiment avec une icône de lit comme ceci, ici, donc là vous voyez qu'il y a une icône de production de démon en bouteille, il m'a coûté 9, il a une icône de lit. Si je place un bâtiment comme ceci, eh bien lui va me permettre d'héberger 2 villageois. Un, parce que c'est un bâtiment, et le deuxième, parce qu'il y a une icône de lit ici. Voilà. Donc il y a des bâtiments avec différentes forcément formules, hein, d'accord? Et je vous rappelle que tout le monde a le même. Il y a des bâtiments comme ceux-ci qui vont nous permettre de gagner des points de victoire en fin de partie. Donc celui-ci par exemple, si on le détaille, il va nous faire gagner 3 points de victoire par production de démons en bouteille que l'on aura installé soit par les villageois, soit par les bâtiments. Il va nous donner une icône de lit supplémentaire, mais il vaut 15 pièces. Donc c'est quand même un sacré coup. Donc voilà, c'est tout. Hein, les différences, c'est soit production ici, lit, soit gain de points de victoire et gain immédiat lorsqu'on le pose. Vous voyez ce livre avec une flèche pointée sur lui. Ça veut dire que lorsque je l'achète et que je vais le poser ici, je vais gagner immédiatement un livre. Mais vous voyez qu'il ne produira pas. Il n'a pas l'icône grise comme ça claire dessus. Donc il ne produira pas à la phase de production. Et lui me fait gagner 2 points par icône produite de marteau. Et il vaut 20, et ainsi de suite. Voilà, les bâtiments sont comme ceci. Donc, il y a
une chose à savoir sur la façon de construire les bâtiments. Hein. C'est-à-dire que lorsque l'on va construire notre premier bâtiment, on ne va pouvoir le choisir uniquement que dans la zone extérieure de ce rectangle. D'accord ? Et là, il faut bien choisir. Il faut bien choisir. Parce que si, par exemple, je choisis de construire ce bâtiment, je fais ce que je viens de vous expliquer, je le pose, je gagne une ressource et je suis content. Et bien à partir du moment où j'ai fait ceci, ça veut dire que je commence à construire par là. Et là, les seuls bâtiments que je pourrais construire au tour suivant, ou quand je voudrais reconstruire, ce sont les bâtiments adjacents à cette case vide. C'est-à-dire celui-ci, celui-ci ou celui-ci. Voilà, c'est fini, je ne peux plus partir de là, je suis parti de là. Donc par exemple, je pourrais construire celui-ci. Ensuite, ça me donne accès à celui-ci, 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 celui-ci et celui-ci. Et c'est comme ceci qu'on va creuser et qu'on va arriver à construire les bâtiments que l'on souhaite. Donc c'est important de ne pas se tromper lorsqu'on va construire notre premier bâtiment. Ça, c'est le twist de choix de bâtiment. On va venir vite fait et en terminer ici sur ce plateau village. Donc en plus de collecter nos ressources ici, eh bien il va nous donner des points de victoire. En fonction de quoi? Alors, si, on va parler des villageois, si dans une rangée, j'ai réussi à construire 4 villageois qui produisent des ressources différentes, et c'est inscrit ici, on voit ça, c'est un rappel. Un villageois produisant du coquillage, un marteau, un débois à bouteille, un diamant qui serait installé ici, me donneront 5 points de victoire en fin de partie. Voilà. Pareil pour ici, 5 points de victoire, ici 6 et ici 7. D'accord ? Ensuite, les rangées en elles-mêmes vont produire des points de victoire en fin de partie, sauf la première ici, qui vous voyez, c'est une étoile qui symbolise que ça, c'est par là qu'on doit commencer à construire. À partir du moment où on a construit, on va pouvoir monter. Celle-ci, si elle est complète en fin de partie, elle va nous donner 6 points. Celle-ci, complète, 7 points, et celle-ci, 8 points. Voilà, on n'est pas obligé, pour pouvoir construire des villageois, d'avoir fini une rangée. Non, non, tant qu'on a les bâtiments qui nous permettent d'héberger des villageois ici, on peut mettre des villageois. D'accord ? Donc il y a un dernier twist, c'est au niveau de la pose ici des bâtiments. C'est un peu la même façon qu'ici. Vous allez voir, si par exemple je choisis un bâtiment, je vais le construire ici. Eh bien, pour construire le suivant, je serai obligé de le construire adjacent. Ici ou ici, orthogonalement, pas en diagonale. Donc ici ou ici. D'accord ? Quand j'aurai construit ce bâtiment-là, je peux venir donc ici, mettons, et là, je pourrais construire ici ou ici. Ou ici. Et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on arrive à monter. Donc, on est obligé de commencer par la rangée du bas. Voilà, vous savez tout ce qu'il y a à savoir pour la construction des bâtiments et leur importance, car la production à ce jeu, c'est la clé. Donc il faut essayer de produire le plus rapidement possible, parce que là, vous voyez que je démarre avec 0 production. Si mon tour s'arrêtait ici, le tour suivant serait vraiment handicapé, car je n'aurais aucune ressource à utiliser, ni aucune pièce de monnaie à utiliser pour le tour suivant, et ce serait dramatique. Voilà. C'est pour ça qu'en général, un premier tour de Now or Never, il vaut mieux le consacrer, non pas à monter nos capacités, mais à essayer de constituer une première phase de production en construisant ou alors en essayant de battre un monstre pour récupérer des villageois. Car les 2 sources de production les plus importantes sont les bâtiments, vous l'avez vu grâce à ces icônes-là, et bien entendu les villageois qui eux produisent systématiquement. Et attention, la phase de production a lieu à la fin de notre tour, de la saison. Voilà. Avant de changer de saison ici, c'est-à-dire que quand tous les joueurs auront passé, eh bien on va produire. Et ensuite on change de saison pour démarrer la saison suivante. Voilà les amis, vous savez tout ce qu'il y avait à savoir pour pouvoir démarrer. Donc, vous l'avez bien compris, je vais peut-être en début de partie comme ça là, soit aller m'affronter le premier monstre ici, je peux le faire parce qu'il a 7 points de vie et moi j'en ai 14, même si mes capacités de combat ne sont pas énormes. Je pense que je suis capable de le vaincre. Et après tout, c'est peut-être ce que je vais faire, parce que je peux également aller m'acheter un spécialiste pour me donner des actions de construction
un peu plus valable, on va dire, parce que si j'achète ce spécialiste, eh bien, pour l'activer, je paierai 4 et je peux construire et gagner une expérience. Et c'est très fort, c'est mieux que celui de base que j'ai qui me coûte 5 et qui ne me donne qu'une seule construction. D'accord? Donc vous voyez ici, celui-là me donnerait construction et 3 points et je le paye 4. Celui-là expérience. Donc j'ai plusieurs possibilités de démarrer mon tour, mais attention, là on est en solo, en multi, ça va être un peu la foire à l'empoignade, hein, celui qui va aller faire la première chose avant les autres, parce que si on est à 2 et qu'il n'y a que 2 jetons, si l'autre je le laisse combattre 2 fois, il va se gagner 2 villageois, 2 XP, et moi je ne pourrai pas, il va falloir que j'aille après combattre un monstre un peu plus haut, qui est par exemple le niveau 2, qui a 8 points et qui tape à 3. Et ainsi de suite. Plus on monte en niveau, plus les monstres sont difficiles à battre. Voilà, donc, ce que je vais faire en premier lieu, c'est, je pense, aller m'acheter un spécialiste. Ouais. Pourquoi? Bah parce que... non, parce que je pense que plutôt que d'utiliser le mien direct, on n'a pas beaucoup d'argent au départ, donc on va essayer de faire comme ça. Et puis en même temps, comme ça me permettra de construire, de vous montrer aussi comment on achète. Alors, je veux acheter un spécialiste. Donc je vous l'ai dit, je vais me diriger ici. Il y a un mais quand même, hein, ça c'est pas comme ça, il faut des sous-sous, il faut beaucoup de sous-sous à ce jeu aussi. Hein. Donc je vais choisir le spécialiste qui m'intéresse là. En l'occurrence, celui-ci ne m'intéresse pas forcément pour le moment, mais qu'il est intéressant puisqu'on gagne 3 points. Hein. Ça pourrait me servir. Mais j'ai envie d'expérience quand même pour pouvoir développer des compétences ici. Donc je vais prendre celui-là. Oh, parce qu'il me plaît mieux que l'autre. Voilà. Quoique, l'autre est pas mal quand même aussi. L'autre me plaît niveau style. Donc, comment ça se passe? Eh bien, je vais pas payer 4 là, je vais payer 8. On paye le double de cette somme-là. Donc 8. Donc ça tombe bien, j'ai 10. Hop, je jette et je prends en monnaie 2 pièces. Voilà, 2 pièces que je mets sur mon plateau ici. Et là, j'ai embauché ce spécialiste et immédiatement je l'active. Donc je vais gagner un XP. Donc ce sont ces jetons-là, voilà, que je pose là sur mon plateau et je le retourne et je vais pouvoir construire. Blam, voilà, celui-ci est activé immédiatement après. Je renouvelle par contre cette piste-là avec... très 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 intéressant franchement, moi ça me plaît. Ça, c'est une action d'achat que l'on peut effectuer et celui-là, il y a la guerre là pour lui, que l'on peut effectuer ici. Voilà. La seule autre option d'acheter, c'est de se rendre à Istreka ici et de faire l'action du lieu et acheter. Et éventuellement aussi prendre des cartes quêtes. Tiens, ça me fait penser, bon sang de bonsoir, c'est pas possible un truc pareil, que je n'ai pas pris mes cartes quêtes de départ. Bon, c'est pas grave, je termine l'action et on va aller les prendre. Mince, j'ai oublié ça, c'est pas bien. Donc voilà, vous voyez que là je fais une action d'achat de spécialiste. Et donc, je fais une action de spécialiste de par la même, ici. Et donc, l'action, c'était de construire. Et là, on va se tourner ici. Alors, moi, ce que j'ai vu, comme je vous ai expliqué, en fonction de ce que je veux faire, c'est-à-dire produire très vite, si je commence à acheter là-haut, ça va pas. Parce que là, c'est point de victoire, point de victoire, point de victoire. Ici, oui, j'ai une production marteau, mais elle ne me donnera pas accès à d'autres productions, dans un premier temps. Il est très clair pour moi que ceux qui me donnent accès à des productions le plus rapidement possible, c'est soit démarrer par ici, parce qu'ici, là, j'ai de la production qui s'enchaîne, ou soit démarrer par ici, ici ou ici. Et le mieux pour moi, c'est de démarrer, je pense, par ici, parce que je vais m'ouvrir celui-ci et éventuellement pouvoir partir par là, ou alors je vais m'ouvrir celui-ci qui m'intéresse également. Alors je pourrais très bien faire 9, 9 et monter, hein. Il n'y a pas de problème. Là, ces deux m'intéressent, mais je vais quand même prendre celle-là pour essayer de récupérer un livre, car je sais que dans les cartes quêtes, il est souvent demandé une icône de livre. Donc je vais dépenser 9, ici, donc je dépense 9, vous voyez que l'argent, j'en ai quasi plus, 5, 6, 7, 8, 9, il me restera que 2 pièces, et ça va très vite, alors que j'ai démarré avec 19, c'est un jeu vraiment... qui est gourmand, et attention, je vous avertis, pour ceux qui veulent avoir tout de suite, créer une machine très rapide et tout de suite, les premiers tours sont un peu poussifs. Hein. Donc ici, je construis celui-là, et là, je vais le construire ici, sur la rangée. Donc j'ai plutôt envie de démarrer ici. Et donc je vais gagner un coquillage, hop, vous n'avez pas vu, je vais gagner un coquillage, et immédiatement un livre.
Donc je pose là un coquillage, donc je le mets sur la piste, et un livre, je le mets sur la piste ici, et voilà, j'ai fait ma première action. Comment il se passe ce tour? Ben là, j'ai joué ma première action, c'est au joueur suivant de jouer. En l'occurrence là, c'est au solo, on va dire, c'est à Marc-Claude de jouer. Donc lui, tout ce qu'il va faire, c'est tirer une carte dans son deck, me priver d'un bonus sur le plateau ou utiliser un de mes spécialistes, et ce sera à moi de jouer par la suite. Comme je vous disais, il peut être très frustrant, mais je pense que c'est ce que l'on doit ressentir quand même quand on est en multi, forcément. Bon allez, hop, je remélange un petit coup et c'est réglé. Et on va prendre sa première carte ici pour voir ce qu'il va faire. J'espère qu'il ne va pas combattre. Recherche. Le bot récupère le jeton recherche le plus proche de votre héros. Ça me gonfle, mais bien, parce que les jetons recherche, moi, ça va me permettre de progresser dans mon histoire. Si plusieurs jetons sont à la même distance de votre héros, choisissez le jeton récupéré par le bot. Donc je vais choisir, puisqu'on voit que près de moi, il y a un jeton ici et un jeton ici. Donc je n'ai pas forcément de préférence, sincèrement. J'aurais pu choisir si j'avais mes cartes quêtes, car les quêtes nous envoient sur des lieux, chose que je n'ai pas fait. Donc c'est embêtant, ouais, c'est embêtant. Donc je vais faire d'abord la prise en main des cartes quêtes, et si mon souvenir est bon, on prend 6 cartes quêtes de base et une artefact et une avancée, et on va en garder 4. Voilà. Et après je ferai son jeton recherche en fonction de ça. Donc les tas sont mélangés, vous pouvez me croire. Donc j'ai pas envie de les remélanger, ils sont loin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 et 1. Voilà. Et parmi tout ça, on va en garder 4. Donc c'est quoi une carte quête? C'est ceci. Et oui. Donc bon, celle-là, voilà, on va prendre celle-là. Là, on a le lieu dans lequel il nous faut être pour pendant notre tour, et c'est facultatif si on a choisi une action de héros, c'est-à-dire se déplacer. On peut, hop là, excusez-moi, on peut décider d'accomplir cette quête. Elle nous donnera 2 points de victoire en fin de partie. Elle nous demande pour la réaliser de dépenser 4 cœurs, et ensuite on va voir le gain ici. Donc c'est la mine d'exit. Vous cherchez des veines cachées de cristaux rares et on gagne immédiatement un cristal. Après, cette quête est réalisée, on la mettra sous notre plateau et elle nous donnera 2 points de victoire en fin de partie. Elles sont toutes pareilles, hein. Un point de... Hein, d'accord, le lieu où il nous faut aller, la grotte escargot, mouvement du cyclope, ça nous coûte 1 cœur, elle nous donne 1 point de victoire, et là, tandis que vous fouillez de profondes cavernes, le titan s'éveille un instant, secouant la terre. Tous les joueurs sur les 6 emplacements des grottes escargots perdent 2 cœurs, et vous y compris. Mais super, alors c'est quoi les grottes escargots? Sur les 6 emplacements des grottes escargots, tiens donc, qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai jamais vu celle-là. Intéressant, bon, je vais aller voir les grottes escargots, les 6 emplacements. Donc les grottes escargots, c'est ici. Là. Qu'est-ce qu'ils disent? J'ai mal lu, hein, je pense. Tous les joueurs sur les 6 emplacements des grottes escargots perdent 2 cœurs, y compris vous. Les 6 emplacements des grottes escargots. Je vous avoue que je vais en apprendre, je ne sais pas à quoi ça correspond. Les 6 emplacements des grottes escargots, écoutez, là on a les grottes escargots, je ne comprends pas, c'est pas grave, ça doit avoir un sens, hein, ou alors une erreur de traduction des Yuki, mais on va pas partir là-dessus de suite. De toute façon, elle m'intéresse pas. Donc celle-là, elle m'intéresse pas, à dégager, et on ne saura pas la fin. Ici, nous avons, alors ça, je pense que, oui, ah non, c'est une classique. Hein. Donc là, la ressource demandée, c'est un livre. Il nous faut être à la Cité des Esprits, tablette du sanctuaire. Elle nous donne 3 points de victoire. Vous trouvez les tablettes qui se trouvaient dans le sanctuaire au monument. Donc ça, en fait, ça nous donne que 3 points de victoire en fin de partie. Ensuite, on a celle-là, la Tour des Érudits. Elle nous coûte 1 point de vie. Et elle nous donne quoi? Une découverte faite à la tour se répand dans tout le pays. Les techniciens ont redécouvert comment reprogrammer les robots de garde. Soit. Donc tous les joueurs gagnent un livre et vous gagnez également 2 pièces. Elle peut être intéressante, mais vous voyez qu'elle ne rapporte pas beaucoup. Hein. La forêt des visages, c'est le lieu où il nous faut aller. Elle nous coûte 3 cœurs, elle nous rapporte 1, mais elle nous donne un diamant. Alors,
C'est vraiment des choix à faire. Donc ici, ça peut être intéressant. La forêt des visages, elle nous donne 3, elle nous coûte 2 livres, mais par contre, en dépensant une mana, on gagne 4 pièces. Donc ça peut être intéressant. Et une fois par saison. Hutte de l'ermite. Alors voilà, ça c'est des cartes qui donnent beaucoup, mais qui sont dures à faire. Il nous faut avoir au moins 4 villageois qui produisent des outils. On paye 2 livres, il nous faut avoir 4 villageois qui produisent des outils, et on peut réaliser cette quête. À la hutte de l'ermite, elle nous donnera 8 points. Pourquoi pas, on peut y arriver à ça. Ah, celle-là j'aime bien, mais bon, c'était pas celle-là, je crois. Là, c'est un combat que l'on peut effectuer. Donc il nous faut nous rendre à la caverne des lamentations, elle nous donnera qu'un point de victoire, bien sûr, mais elle nous permet de gagner 2 villageois et des ressources. Si on la gagne, cette chauve-souris, c'est un combat. Donc celle-là, je vais la prendre. Ensuite ici, la tour des mineurs. Donc la tour des mineurs, c'est là où on peut aller chercher les commandes. Elle nous coûte 4 points, elle nous donne 2 points d'XP. Vous cherchez des veines cachées et vous gagnez un cristal. Elle nous donne 2 points. Bon, c'est vachement excentré, mais elle m'intéresse parce qu'elle nous donne 2 points de victoire, un peu plus que les autres. J'ai à présent sélectionné 3 cartes, il me faut en sélectionner une de plus. En sachant qu'on peut en gagner tout au long de la partie, hein, donc c'est pas... voilà. Donc dans un premier temps, la tour des érudits, où est-elle? Où est-elle La tour des érudits, oui, je ne maîtrise pas, elle est là-bas. Ouais, c'est un lieu qui est en mouvance, donc elle est ici, pas très loin. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Et je me demande... ouais, elle n'est pas si chère que ça, elle ne fait pas gagner beaucoup, mais elle nous donne des ressources, allez hop, je la prends. Le reste est défaussé, les 3 autres sont défaussés, je ne les veux pas. Donc je défausse ici de là-haut. Vous le voyez ce que je fais? Oui, bien sûr. Vous en foutez un peu. Donc ces cartes-là, attention, hein, elles ne sont pas réalisées, donc elles ne rapportent rien pour le moment. Donc je vais les mettre sous les bâtiments là-bas et ne pas oublier bien sûr de les réaliser. C'est une action facultative lorsque je fais une action de héros et que je me suis déplacé dans un lieu. Celle-ci, j'ai dit que je ne la voulais pas. Et c'est marrant quand même ce truc de gros escargot là. Il y a un truc qui m'a échappé. Donc voilà que maintenant que j'ai fait ceci, je peux savoir vers où je vais avoir envie de me déplacer en premier, en gros, hein, pour choisir le jeton recherche que je vais retirer. Et oui, c'est comme ça. Donc, tour des érudits, c'est au-dessus de moi. Le forêt des visages, c'est... alors, c'est à droite, c'est là. Ensuite, la caverne des lamentations, c'est ici. Et ensuite, la tour des mineurs, c'est là-bas. Donc, j'en ai un ici, un là-bas, un là, et un là et un là. Si je ne me trompe pas, oui. Bon, j'en ai dit un de trop, c'est pas grave. Donc au final, je vais enlever, je pense, celui-ci. Voilà. Donc celui-là, c'est le bot qui le récupère sur son plateau. Et maintenant qu'il a joué, enfin, c'est à moi de jouer. Et là, ben écoutez, je vais aller affronter devant vos yeux ébahis le premier monstre. Donc je vais utiliser, tac, une action héros comme ceci. Une action personnage, et donc là, j'ai le choix, je vous en ai parlé, hein. Je vais pouvoir me déplacer, ça c'est sûr, ensuite je peux jouer une carte quête facultative, donc je me déplace ici, hein. Alors, il y a, au niveau du déplacement, si par exemple je veux faire 1, 2, 3, puisque j'ai coché 3 là, ben je peux, hein. Mais par contre, sur chaque case monstre où je suis passé, que je n'ai pas combattu, je perds un cœur. Voilà. Vous voyez ici, il y a plusieurs cases avec ces icônes là, comme ça, de montagne. Vous voyez, on retrouve ça là, on retrouve ça là-haut. Ça, à chaque fois que j'y passe dessus, je perds un cœur. Donc ça ne me bloque pas, mais je perds un cœur. Donc il faut le savoir. Si je ne peux pas m'acquitter du coût demandé ici, je ne peux pas passer par là. Donc là, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de le fuir, mais de le combattre. Donc je vais dessus, je perds pas un cœur puisque je m'arrête et que je le combats. Donc c'est parti, j'ai fait mon déplacement, là j'en suis à mes actions, je ne joue pas de carte quête parce que c'est facultatif, et là je peux visiter un lieu, combattre un ennemi ou faire une recherche. Là je choisis de combattre l'ennemi. Alors pour combattre l'ennemi, ben, on va prendre une pièce là, après chacun fait ce qu'il veut, mais le matériel est fourni, donc autant l'utiliser. On a une carte qui est au recto d'une carte d'aide, hein. Ça je vous en ai pas parlé, mais on va le voir. On met 7 points de victoire ici, de vie ici, et on va pouvoir combattre, on tape en premier, mais je vous rappelle que les combats sont en simultané. On a, avec le jeu, c'est ce que je voulais vous dire, eh bien, 2 cartes d'aide super efficaces, donc une pour le tour de jeu. Au verso, on a les actions à faire à tout moment, c'est génial, et on a ici le rappel de la phase de production. Écoutez, hein,
c'est parfait. Et au dos, on a justement ce carte qui sert à mesurer les points de vie d'un monstre lorsqu'on le combat. Je dis que c'est super. Alors, un combat, comment que ça se passe? On a un dé 4 ici, et vous l'aurez remarqué, on a ici 4 cases sur notre plateau joueur numéroté ici. 1, 2, 3, 4. Ben, c'est simple, on jette. En fonction des résultats, on applique la case dans laquelle on est tombé. C'est pour cela qu'il existe des possibilités ici de s'augmenter nos capacités de combat, mais également d'acheter de l'équipement ici qui nous permet d'augmenter nos capacités de combat. Donc c'est très très utile. C'est très très utile, oui, d'aller acheter et d'augmenter ses capacités, puisque là, vous allez le voir pendant le combat, ça peut être délicat. Mais je ne pense pas que je prends trop de risques, il ne me fait que 2 dégâts à chaque fois. Donc allons-y, hop, je fais 3. Donc là, 3, c'est pas le nombre de dégâts, c'est ce que je vais voir ici. Donc là, je lui ferai 3 dégâts. Si je dépense un mana, je lui fais un dégât de plus, ça ferait 4. D'accord? Donc, je vais le faire, je vais dépenser un mana, hop, et donc j'y mets, excusez-moi, pour les manipulations, je lui mets 4 points de vie. 1, 2, 3, 4. Et lui, immédiatement, me met moins 2, ici. 1, 2. Bon, j'étais à 14, je passe à 12, ça va aller. Là, il me suffirait de lui mettre 2 dégâts. Donc, à mon avis, l'histoire est réglée. Hop, je fais 2. Vous l'avez pas vu. Là, 2. Et donc, je vais voir 2. Ben écoutez, j'y mets 2 dégâts, mais ça le tue pas. Bon, ça, bonsoir. Et oui, je suis à 3. Ah, quel couillon. 1, 2. Ben ça suffit pas. Donc, je prends 2 dégâts. Bon, c'est le maximum qu'il puisse me faire. J'aurais pu le terminer avant. Alors, oui, il y a une variante dans le jeu pour... pour atténuer le truc, là, des dés, là, le hasard des dés, on peut tout à fait accepter cette variante et à ce moment-là, utiliser une ressource sur ce plateau-là, ressource, en la défaussant bien sûr, hein, pour relancer un dé. On peut le faire autant de fois qu'on veut. Mais c'est une variante qui me va bien. Bon, là, je l'utilise pas, mais je l'aime bien. Ça permet de vivre une histoire. Allez, on y va. Et là, je fais 3. 3, on a vu que c'est 3 dégâts, un mana, ça fait plus 1, donc là, c'est pas la peine que j'utilise le mana. Le monstre est tué, mais il me met 2 dégâts. 1, 2. Donc j'étais à 14, je passe à 8. Hein. Et c'est un monstre niveau 1. D'où l'importance d'aller se choper ici des armures, parce que sinon, on perd vite en points. Et à ce jeu-là, on ne récupère pas nos points de vie en fin de tour ni quoi que ce soit. Non, il faut utiliser des aptitudes, notamment celles des spécialistes guérisseurs, pour nous remettre les points au maximum. Parce que bon, c'est nos points de vie certes, mais c'est aussi, ça va. Vous allez voir que pendant les classes de compétences, eh bien, ça va nous servir hein, les cœurs. Et c'est une denrée, une ressource qui, je le pense, va être primordiale pour l'histoire. Donc, le monstre est vaincu. On peut ranger ça. Et là, je suis très content. Alors, ces monstres-là, on les défausse. Mais moi, j'aime bien les garder en trophée pour me rappeler combien j'en ai vaincu, parce que lui, il va en prendre aussi. Hein. Donc, je gagne un villageois et je gagne un point d'expérience. Ça, c'est super intéressant. Et on va s'en occuper. Vous allez voir, j'ai 2 points d'XP et je vais faire une action à tout moment. Donc je garde ça et je gagne un villageois. Alors là, le villageois, j'ai l'embarras du choix. Vous avez vu que j'ai commencé avec une production de démons en bouteille. Eh bien, je vais aller me rajouter une production ici remarquez 2 diamants. Je vais prendre celui-ci parce que celui-ci est le plus rare dans la liste. Donc, je vais prendre l'outil ici. Et comme j'ai la place ici, je vais pouvoir le mettre dans cette rangée. Voilà. Et là, on est dans les règles. Très bien. Vous avez remarqué que lui ne produit pas pour le moment. Hein. C'est important de s'en souvenir. Ok, j'ai battu mon premier monstre. Il est content. Maintenant, ce que je peux faire, j'ai 2 XP. Action à tout moment. Je peux choisir en dépensant de l'XP ici de me mettre des aptitudes supplémentaires. Alors, comment ça marche? Eh bien, ici, on a le coût d'XP, et ici, on a les attributs que ça nous donne. Et vous avez remarqué qu'il y a le nom. Comme je vous l'ai expliqué, ils sont tous asymétriques, les personnages. Je ne peux pas commencer par une capacité niveau 2. Je suis obligé de démarrer dans l'ordre. Donc, je fais 1. Est-ce qu'elle m'intéresse? Mais si les autres m'intéressent, ben, celle-là, je vais être obligé de la placer. Sinon, je ne peux pas avoir accès à la niveau 2. Donc on voit que c'est 3, un mana, ça me donne 2, donc c'est un peu plus élevé que la base ici. Donc éventuellement, je pourrais le mettre là. Voilà.
En sachant que si je veux l'enlever, je peux tout à fait l'enlever une fois que je l'ai acheté. D'accord? Et la remplacer par une autre. Il n'y a pas de souci avec ça. Ici, là, j'ai direction payer une pièce de moins quand vous recrutez. Et ça, c'est tout bonheur. Donc je pense que là, plus un déplacement. Et là, riposte. Un mana. Putain, c'est fort ça. Vous savez, c'est la première fois que je joue avec elle. J'ai jamais joué avec elle. Un dégât et je gagne 2. Une fois par round d'attaquant. Ouh, c'est fort ça. Ça met 2 en protection. Ouh, c'est bien. Donc, bon, on va commencer par ici. Parce que payer une pièce de moins quand vous recrutez. Donc, je paye un XP. Et je vais mettre ça. Alors, je peux l'installer là, parce que là, c'est bleu et rouge. Ou là, bleu. Bon, je vais la mettre là. Voilà. Très bien. Et là, je défausse mon XP. Et donc, action à tout moment. Attendez voir que je vérifie quelque chose. Dépenser l'expérience pour une capacité de héros. Ouais, ben je peux le faire autant de fois que je veux. Donc du coup, est-ce que je m'enclenche ça ou est-ce que je me mets un déplacement? Je ne sais pas quoi vous dire. Parce que ça, c'est pour un XP. Bon, après, c'est ça, c'est qu'il y a un 6 ici. Là, il y a un 8. Après, il y a des armes qui sont tout à fait intéressantes. Mais bon, je vais le faire. Donc, je prends un XP. Et là, ben, du coup, je vais le mettre là. Comme ça, ça correspond à ces 3 là. Ça les met ensemble. Puis bon, ben, le 4, il tapera qu'à 3. Et voilà. Voilà, les amis. Donc là, moi, j'ai fait mon action. J'ai combattu, me suis déplacé, j'ai combattu, j'ai fait mes actions à tout moment. Donc là, j'ai fini mon tour. Attention, pas la saison. Et là, c'est à Marc Lund de jouer. Le bot est plus son spécialiste le plus à gauche. Donc là, et en ce sens-là, il peut venir m'en épuiser. Donc là, il s'épuise celui-ci. Voilà. Et c'est fini, il a joué. Ça m'empêche d'aller le lui chercher. Bon, c'est pas mal. Allez, c'est pas mal. Donc là, on voit que quand même, j'ai 2 pièces ici. Donc, aller construire, c'est pas possible. Par contre, et ce serait dommage de le faire maintenant, parce que, voilà, si vous voulez, grâce à ça, payer une pièce de moins lorsque vous recrutez, je pourrais aller me recruter celui-là pour 0. Eh oui. Eh oui. Mais j'ai que 2 pièces, et celui-là me permet d'acheter immédiatement. Et là, vous voyez que là, le moins cher est à 3. Parce qu'après, les autres, c'est dommage. Hein. Du coup, il faut que je cherche comment je pourrais avoir un peu d'argent. Alors, dans le jeu de base, je me jette sur ça, moi. Pour essayer d'avoir des ressources et produire. Mais là, dans celui-là, alors est-ce que je vais combattre immédiatement pour me gagner de l'XP? Parce que je peux, 8 points de vie, il me mettra 3, attention c'est dangereux, parce que 1, 2, 3, non, je pourrais pas le tuer. Avant qu'il ne me tue, donc c'est pas intéressant d'aller combattre. Donc ce que je vais faire, pour le moment, et on va bien voir ce qui va se passer, je vais me diriger vers un jeton recherche. Alors, là, attention, parce que si j'y vais, je perds un point de 1 cœur, hein, puisqu'il y a un effet montagne. Donc il y a celui-ci, qui est intéressant, mais il y a également celui-ci qui est au camp nomade, qui est intéressant. Il n'est pas sur une montagne. Hein. Vous avez compris le système. En même temps, je regarde mes quêtes. Donc, Tour des érudits, c'est où déjà? J'ai dit, c'est juste au-dessus. Donc, je pourrais peut-être aller au Tour des érudits. J'ai le cœur. Et regardez, ça me permet de gagner un livre. Ce qui m'avancerait pour aller remplir cette quête, puisque j'ai déjà un livre ici, où il me faut dépenser 2 livres pour pouvoir m'installer ça en continu, et ça c'est super important pour gagner des sous-sous dans la poche. La forêt des visages est ici. Donc, si je calcule bien mon coût pour ce premier tour, je peux monter là-haut. Et oui, la tour des érudits, faire ma première quête, m'a gagné un livre et 2 sous. Et là, de suite, je pourrais m'acheter quelque chose là-bas. Si je veux patienter, je m'en vais à la forêt des 100 visages ensuite, et là je pourrais plus me déplacer, mais je n'aurais fait... Le problème de tout ça, c'est que je n'aurais fait aucune recherche, on n'aura pas avancé dans notre histoire. Donc on va voir. Mais quand même, je vais me déplacer, et je vais aller à la tour des érudits pour me faire cette quête-là. Voilà. Pour me gagner 2 sous-sous dans vos poches. Et oui. Donc on y va. Là, je choisis de faire donc une action de héros. Hein.
et c'est se déplacer. Donc là, je peux me déplacer jusqu'à 4, eh bien c'est très bien, on y va. Donc on y va. 1, 2, 3, j'arrive ici, il n'y a pas eu de montagne, il n'y a pas eu de monstre, donc je ne perds pas de point de vie. J'arrive ici. Facultatif, je peux remplir une quête, donc je vais le faire. Je vais remplir une quête. Ici, je suis à la tour des érudits, et donc ici, je perds un cœur. Hop, je passe à 7, tac. Et je remplis la quête ici, qui me donnera un point de victoire. Une découverte faite à la tour se répand dans tout le pays. Les techniciens ont redécouvert comment reprogrammer les robots de garde. Tous gagnent un livre. Donc immédiatement, moi je gagne. Tout le monde en aurait gagné. Je suis à 2. Et vous gagnez également 2 pièces. Et celle-ci, je vais la glisser sous mon plateau village pour ne pas oublier qu'elle est réalisée. Voilà, comme ça. Très bien. Et donc je me gagne 2 pièces. Et voilà. Ça, c'était facultatif. Si j'en ai envie, je peux effectuer l'action du lieu. Donc, payer 3 pièces pour avoir un livre. Non. Non. Non, non, je vais pas faire ça. Donc là, j'ai fini mon tour. C'est au suivant de jouer. Le bot récupère un jeton recherche le plus proche de votre héros. Ça, c'est dégueulasse, hein, parce que ça me fout en l'air, en fait. Ça me fout en l'air mon histoire. Oh, tu vas me gâcher la vie, là ? Ah ouais, tu vas toi. C'est en ce sens que je vous disais qu'on n'est pas sûr de vivre toute l'histoire. Donc, voulant me diriger vers le tour prochain, je veux réaliser quand même une histoire, n'est-ce pas? Et donc, je vais lui enlever celui-là parce que moi, je veux aller là-bas après. Ouais, c'est ce que j'ai décidé de faire. Ok, donc il prend celui-là. Alors après, pour avoir un peu plus d'argent, je peux tout à fait décider d'enlever cette ressource-là pour 1. Ici. Hein, c'est important. Donc, hop, qu'est-ce qu'il fait? Il a joué, c'est à moi de jouer. Donc, qu'est-ce que j'ai dit que j'allais faire? Ben là, j'ai 4. J'ai 4. Est-ce que je vais à la forêt des sans-visages? Et ouais, ça me permettrait, attendez voir... 8, de choper quelque chose, gagner un cœur lorsque vous effectuez une recherche, plus un déplacement, ou... ce que je lis là, c'est quoi? C'est ça. C'est intéressant d'aller choper ceci. Ouais. Donc, mais à ce moment-là, moi, ce que je voulais faire, c'était recruter, acheter, et vous faire quand même une recherche. Et ouais, j'ai envie quand même de vous montrer ce qu'est la recherche. Mais avec 4 pièces, je pourrais avoir 5... Ah, intéressant. Je sais ce que je vais faire. Ouais, je viens de voir un truc super. Bon, ok. Je vais utiliser le coquillage ici. Donc ça, je le fais quand je veux. Et je me gagne une pièce. Je suis à 5. Voilà, super. Et là, eh bien, je vais faire le recrutement d'un spécialiste. Et ouais. Et donc, ça fait partie des actions de spécialiste. Donc, je recrute pour 0 grâce à ceci, puisque là, vous voyez que payer une pièce de moins lorsque vous recrutez, c'est génial, ça. Donc, celui-là, ah non, ah ouais, erreur. Ouais, j'étais dans mon univers, là, depuis tout à l'heure. J'étais dans mon univers, oui, parce qu'il faut doubler le prix, là. C'est 2 qui coûtent. Non, mais parce que moi, j'avais un truc là en tête. Mais vous avez bien, vous. Eh oui. Oh, comment je peux gagner des thunes, là? Il me faut des thunes, merde. Bon, ben, je vais être obligé, tant pis. Eh oui. Donc, j'ai gagné mon argent, là. Je le garde. C'est pas grave. Ah, ok. Eh oui. J'aurais pas construit. Est-ce que je construis? Je peux pas construire. Je vais pas produire beaucoup, hein, pour le tour suivant. Aïe. Ça sent mauvais, hein, l'histoire. Mais bon. Non, parce que sinon, je vais là-bas. Je remplis ma quête avec 2 livres. Hein, je me prends un mana. Je garde 4 pièces. Allez, je vais faire ça. Tant pis pour l'histoire. On va essayer de se doper un petit peu, les amis. Donc, tant pis. Bam. 4. Je me déplace. Bim, je perds un point de victoire. Un cœur, ici, puisque je suis sur une zone de montagne.
Je n'aurais pas pu faire autrement de toute façon. 1, 2, 3. Voilà. J'arrive là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que je vais réaliser ma quête facultative. J'ai fait action de héros là. Donc, j'utilise 2 livres ici. Hop. Allez. Voilà. 1, 2. Donc, je suis à 0. Et je gagnerai 3 points en fin de partie. Et à partir de maintenant, c'est à continu une fois par saison. Eh bien, je peux défausser un mana pour gagner 4 pièces. Et oui. Donc, je vais le mettre là. Hop. Très bien. Alors, il conseille, pour se souvenir qu'on l'a fait une fois par saison, eh bien, de poser le mana qu'on utilise sur la carte. Et c'est ce que je vais faire. Et oui. Donc ça, je le fais quand je veux. Donc, une fois par saison, blam, je le fais, je pose le mana, je gagne 4 pièces. Et oui. Donc 5, et je rends 1. Voilà. Donc, à partir de maintenant, je peux me faire mon action ici, là, de perdre 5 cœurs, hein, pour gagner 5 pièces. Je peux faire ça. Et je vais le faire, figurez-vous. Et oui, il est fou. Et oui, on est fou. Mais c'est comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, je suis à 1 cœur. Donc là, hors de question d'aller faire quoi que ce soit d'autre. Et je gagne 5 pièces. Voilà, on est à 10, 11, 12, 13, 14 pièces. C'est bien, ça me va. Je valide. Et là, ben, écoutez, j'ai fini mon action. Donc c'est au suivant de jouer. Il n'a pas attaqué. Donc, si le bot n'a pas encore attaqué cette saison, le bot bat le prochain ennemi disponible du niveau le plus bas. Hein. Eh bien, c'est celui-ci, niveau 2. Il le bat direct et il va aller prendre villageois, lui. Et en premier, donc je le mets sur son plateau, en premier, il va chercher les villageois avec le diamant. Si je ne m'abuse, après c'est le démon, après c'est le marteau et après c'est le coquillage. Donc, il le met sur son plateau, et lui, il s'en sert pas, il me prive de ressources, c'est tout. C'est son unique but. Donc, vous voyez qu'il sert juste à, voilà, à avancer pour nous dans l'histoire. Donc, c'est à moi de jouer à présent. Et bien là, que vais-je faire? Ben, figurez-vous que je vais aller me recruter pour une pièce, puisque là, j'ai un -1, ben, celui-ci. Voilà. Je vais aller me le recruter. Donc, je le recrute, et immédiatement, je l'active, et je peux... Donc j'ai payé moi ou pas? Eh bien non, j'avais pas payé. Donc je paye. Allez hop, une pièce. Et là, je l'active immédiatement. Je vous rappelle que c'est grâce à cette capacité. Blam. Et donc je peux aller m'acheter. J'ai 10, 11, 12, 13. Autant dire que on est royal. Et donc dans l'idée, je vais aller m'acheter celui à 5 ici. Pourquoi? Il y a mieux, oui. Celui-là, il me donne une protection et un déplacement supplémentaire. Celui-là, il me donne gagner un cœur lorsque vous effectuez une recherche et une protection. Oui, mais celui-là, il me donne un mana max si le manteau azur est équipé. Et j'ai que 3 mana. Et donc là, fraîchement, c'est top. Donc, je vais aller me chercher. Alors, comment est-ce que je peux le symboliser? Il faut que je me rajoute un jeton, moi, mana. Et oui, il faut que je me rajoute un jeton de mana que j'irai prendre tout à l'heure sur un autre joueur. Et oui, puisque du coup, j'ai 4 mana et non 3 à présent. Donc, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai fait l'action spécialiste. Et oui, j'ai fait une action spécialiste. Je renouvelle immédiatement le spécialiste ici, qui lui est un guérisseur. Donc, en plus de guérir, il me donne un diamant. Ça ne m'intéresse pas trop. Donc là, je vais le mettre comme ça. Je glisse parce que quand l'adversaire recrute, j'ai du mal à l'appeler bot, mais bon, en fait... Il prend toujours celui de gauche, donc je fais glisser dans ce sens, moi, pour pas que les nouveaux partent systématiquement. Donc ça c'est fait, donc vous voyez qu'à présent j'ai quand même 1 en protection et un mana supplémentaire, c'est très intéressant. Donc là j'ai fait mon action héros, donc non, j'ai fait mon action spécialiste, donc j'ai fini mon tour. C'est à présent à lui de jouer. Recruter un spécialiste, le bot recrute, ben voilà, le plus à gauche disponible, donc il le fait, il le recrute. Hop, il le prend et il le met face cachée sur son plateau et je pourrais m'en servir au tour prochain. Voilà, vous n'avez pas vu? Ben, il est là-bas. Et on renouvelle immédiatement ici. Et on a... ben voilà, encore un... Ouh, ça c'est bien ça. Pour démarrer, après, les spécialistes, on peut les remplacer. Donc c'est intéressant hein, en ce sens. Donc, c'est à moi de jouer. Et je pense que, les amis, puisqu'on en est ici, vous voyez, je ne peux plus me déplacer. Par contre,
je peux aller acheter. Et ça, c'est intéressant. Et oui, je peux aller acheter. Je peux aller acheter ici un bâtiment et avancer dans ma production pour quand même avoir un peu plus de sous-sous dans la poche. Et oui, ouais, c'est important. Donc si je me démerde bien, voilà, est-ce que j'ai... Bon, je paye 5, mon spécialiste, ouais. 8, attendez voir, je réfléchis, ça me fait 8. 8, il me restera que 5. Ah, non, ça fait juste là parce que je réfléchis. Est-ce que j'utilise ce spécialiste ou est-ce que j'achète un spécialiste ici à 8 qui va me permettre de construire mais qui sera plus évolué et moins cher que celui-ci, je le remplace, là, je le dégage. Mais là, ça va me coûter 8. Regardez combien j'ai. Donc 8 ici, il me restera plus que 5 pour acheter. Et 5 pour acheter, moi je visais celui-là. Mais 5 pour acheter, bon, ben, je pourrais acheter celui-là, éventuellement. Mais pour mon futur, c'est pas trop ce qui m'intéresse. Pour ma production future, j'aurais quand même visé celui-là. Je vous avoue que j'aurais quand même visé celui-là. Donc, que faire? Je sais pas trop quoi faire. Là, franchement, je vous dis... Bon, parce que si j'utilise le mien, je peux le faire. Même pas. 5, 6, 7, 8. Ah oui, même pas. Je peux même pas le faire. Donc, bah écoutez, on va... Attendez, mais celui-là, je le paye une pièce de moins. Et oui, grâce à mon aptitude. Donc, ça me ferait payer une pièce de moins lorsque vous recrutez. Donc, ça ferait 8 moins 1, 7. Donc 7, il me resterait 6, ça change pas grand chose, mais c'est ce que je vais faire dans tous les cas. Donc je paye celui-là, 4 et 4, 8, moins 1, 7. Hop, ok, 7. Ouais, je le fais parce que j'aime pas celui-là, il est trop cher. Donc blam, celui-là je le défausse et je le remplace immédiatement par lui, que j'active. Donc je gagne une XP et je construis. Voilà, une XP, hop. Et je construis, et donc là, comme je vous l'ai expliqué, je n'ai que 3 solutions. Hein. Donc celle-là ou celle-là. Celle-là, je peux pas, j'ai pas assez d'argent. Celle-ci, je pourrais, hein, mais franchement, là, non. Donc je vais faire celle-ci. Voilà. Ça me donne pas exactement ce que je voulais, mais écoutez, c'est déjà ça. Donc là, je vais le mettre ici, que je gagne un coquillage immédiat. Alors je le mets là pour pouvoir faire ma ligne ici, hein, tout simplement. Hein. Et puis on n'en est qu'au premier tour, donc c'est déjà quand même pas mal ce que je suis arrivé à faire hein, finalement. Hein. Donc voilà, j'ai fait mon action ici, j'ai construit, impeccable. C'est au boîte de jouets. Le bot épuise son spécialiste le plus à gauche. Ok, donc il épuise son dernier spécialiste là. Voilà. Et là, c'est à moi de jouer. Et donc j'ai 6 ici. Est-ce que je vais... Bon, là, je pourrais tout à fait utiliser celui-là, 4, payer 4 pour me restaurer tous mes points de vie et gagner un mana. Mais on est à la fin du tour, là. Moi, on est quasi à la fin de la saison. Ah, ça me fait penser que je n'ai pas remplacé ça. Hop, ici. Et là, on trouve quoi? Ben, tout simple, un manteau. Allez, un manteau azur, un de protection. Et je n'ai pas remplacé le spécialiste ici. Hop, voilà, intéressant. Voilà, celui-là est intéressant aussi. Mais attendez voir, si j'ai payé celui-là 1, il me restera 5, est-ce que je peux m'acheter? Ah ouais, putain. Non, mais là, en fait, c'est intéressant, hein, pour taper du monstre, quoi. Et ouais. Gant azur, manteau azur, ouais, c'est franchement intéressant pour taper du monstre. Qu'est-ce que je fais ici? Ce qui m'intéresse, c'est celui-là. Je pourrais l'acheter, donc pas pour le moment. Il est bien celui-là aussi à 3 XP. Est-ce que je fais l'achat pour me donner 2 en défense? C'est important parce que les prochains monstres ici, il tape à 4. Et du coup, avec 2 en défense, je peux aller le cogner, lui, hein, et gagner des villageois. Vous voyez, c'est vraiment intéressant. Hein. J'ai envie, hein, j'ai vraiment envie de le faire. Je peux. Mais qui je remplace là-haut? C'est ça, qui je remplace? Là, j'ai un achat.
Là, j'ai une construction. Là, j'ai une construction. Ça veut dire que je remplace celui-ci. C'est très, très risqué. Et oui, c'est risqué. Et ouais, parce que si j'ai rien pour me soigner, après, ça va être compliqué. Des points, on en a besoin. Hein. Et oui, et oui, et oui, on en a besoin. Je suis fourré des... sans visage. J'hésite vraiment. Ouais, non, parce que foutre en l'air celui-là, ça... Comment est-ce que je fais? Lui, il en a un en soin, hein, mais je crois qu'il est plus cher que le mien. Ouais, 6, c'est énorme, c'est trop cher. Donc on va peut-être attendre. Ouais, on va peut-être attendre. Et à la rigueur, là, peut-être me soigner, mais bon, gagner un mana de plus maintenant, dans le jeu, ça me sert à rien. C'est pas très très optimisé, mais il va falloir que je me soigne de toute façon. Hein. Ouais, il va falloir que je me soigne, de toute façon. Parce que... Pourquoi? Parce que si je veux aller faire une recherche et éventuellement réussir un bon test de compétences, il faut que j'y aille plein pot. Donc, je vais pas faire... Parce que 8, j'ai pas assez pour acheter un constructeur. Mais que je suis tenté. Alors, oui, ça y est. Bon, du coup, non, c'est pas possible. Soit je paye 4, je l'utilise et je me soigne, et puis on n'en parle plus, le problème est réglé. Soit je me blinde pour les combats, quoi. Bon, écoutez. Ah, je sais pas. Je sais pas, parce que je sais que ça va être dur après de se soigner. C'est ça, c'est vraiment ça le problème. Hein. Ouais, ça va être très dur de se soigner, et je risque de râler. Donc lui, il n'est pas parti, hein. Il n'est pas parti pour le moment, je pourrais le faire après. Donc là, je paye 4, allez, tant pis, c'est un choix. Et je me soigne. Donc j'utilise action de spécialiste, je me soigne au max et je gagne un mana. Voilà, je regagne un mana, ici, hop, et du coup, je me soigne à fond. Blah, voilà, on est un peu mieux. Allez, c'est le bot de jouer. Le bot épuise votre spécialiste le plus à gauche. Ben, tant mieux, j'ai bien fait. Ok, et si tous vos spécialistes sont déjà épuisés, le bot épuise son spécialiste le plus à gauche. Eh bien, il peut pas, donc, allez hop, t'as rien à faire. C'est réglé, au revoir messieurs, dames, à demain, au revoir. Là, c'est à moi de jouer. Eh bien, écoutez, je passe. À partir du moment où un joueur passe dans un tour, il n'a plus rien à faire et il attend que tous les joueurs aient passé pour pouvoir reprendre à sa phase de production. Donc là, quand je passe, le bot il passe, lui, c'est pas compliqué. Donc du coup, les amis, puisque tout le monde a passé, on va passer à la phase de production. Ok, il va pas être énorme, hein. Donc là, on va quoi attendez voir, où elle est cette phase? Elle est là. Donc, on va collecter toutes les marchandises produites. Alors, les marchandises produites, c'est ici que ça se passe. Hein. C'est ici, on a notre villageois qui produit un marteau. Ok, donc un marteau ici, voilà, très bien. Voilà, comme ça. Et ensuite, on a un démon en bouteille, donc un démon en bouteille. Et ensuite, on a un coquillage. Donc, le coquillage passe ici. Voilà, les amis. Écoutez, vous voyez que c'est pas compliqué. Hein. Vous verrez que ça va aller vraiment en s'accroissant. Là, on démarre. On en est juste à la première saison et voilà. Mais je vous dis, c'est vraiment la phase qui conditionne le tour suivant. Hein. Plus on produit, plus on est à l'aise pour le tour suivant. Donc ça, c'est fait. On a produit. Ok, les villageois qui seraient sans abri, hein, c'est-à-dire pas dans des maisons, ne produiront pas et les spécialistes ne produisent pas. Donc ensuite, on va restaurer le mana utilisé. Donc là, il faut que je me mette un mana de plus, moi, il ne faut pas que j'oublie ça. Voilà. On va restaurer les auto-actions, les héros, on remet tout ça comme ça, et ensuite, on va restaurer les spécialistes. Excusez-moi, on a été coupé, donc j'ai retourné les spécialistes du bot. Je sais plus ce qu'on disait, hein. Mais bon, on va continuer. Et là, on avance le marqueur saison. Ici, sur la saison 2. Et qu'est-ce qu'il y a? Et on peut commencer le tour suivant. Vous voyez? Qu'il n'a rien de compliqué en soi. C'est bien parce que là, on a passé à voir les mécaniques de base. Ça, c'est intéressant. Et donc, là, on va passer le tour suivant à essayer. Je dis bien essayer. De combattre, peut-être. Peut-être essayer de se diriger vers une recherche. Non, mais il faut le faire. Hein. Oui, il faut le faire, la recherche, parce que sinon, on va pas avancer dans l'histoire et voir un peu ce que ça nous réserve.
Et puis surtout, essayer de se constituer un village digne de son nom pour arriver à accueillir un maximum de villageois en fonction de notre quête, bien entendu. Et ça, les amis, eh bien, puisque là, nous avons fait un premier tour complet avec des explications, vous savez y jouer maintenant au jeu, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Vous avez vu les mécaniques principales de ce jeu, hein. Il y a quelques petits trucs qui restent, mais on a vu tout ce qu'il fallait savoir pour pouvoir apprécier le jeu. Et dans la prochaine partie, eh bien, nous allons nous consacrer à l'histoire, hein, parce que là, on n'a pas pu y aller. Et oui, j'ai fait des choix de constitution de production, c'est ainsi. Donc après, la prochaine fois, nous nous concentrerons, on va essayer de se consacrer un peu plus à l'histoire, mais on ne peut pas se permettre de lâcher la constitution de notre village. On ne peut pas. Parce que sinon, les tours suivants seront catastrophiques. Voilà les amis, pour notre première session, écoutez, j'espère que vous êtes comblés, que vous avez vu ce que vous étiez venu chercher, et moi je vous donne rendez-vous le plus rapidement possible, vous me connaissez, pour essayer de voir ce que nous réserve l'avenir de Alia, ici présente, dans les royaumes d'Arzium, sur Now or Never. À très bientôt, et prenez soin de vous, bye bye les amis.